Nous allons continuer cette matinée avec Karen Bastien, qui est data journaliste. Elle est cofondatrice de We Do Data depuis 3 ans. Cette agence spécialisée en design d'information réalise des applications web pour des médias, parmi lesquels Arte, France Télévisions, Radio France ou encore Libération, mais aussi des institutions publiques et scientifiques comme la région Île-de-France, l'INPI ou encore Global Carbon Project. Elle met en narration et en interaction des bases de données. Karen Bastien. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vraiment m'éloigner des villes, même si ça va pas être le cœur des 3 histoires que je vais vous raconter. On m'a demandé d'expliquer un peu comment on travaillait, comment on rendait narrative des statistiques. Donc je vais essayer de le faire à travers 3 histoires qu'on connaît bien parce qu'on les a développées. Donc d'abord de la statistique au storytelling. Je sais que pour beaucoup, entre ces 2 mots, c'est un peu le néant. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup pour qui le lien entre ces 2 mots soit extrêmement fluide et on va dire qui montre une sorte de linéarité totalement inédite et immédiate. Ça ressemble plutôt à ça, je pense plutôt. En fait, entre la statistique et le storytelling, c'est vrai que il y a des choses qui semblent complètement contradictoires. Vous m'excuserez pour le algorithme avec un Y, c'est plutôt un I, mais j'ai tenté de mettre du rythme visiblement indirectement dans ma pensée. Parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces chiffres et le storytelling qu'on lit plutôt à des choses lettrées? Qu'est-ce qu'il y a entre les maths et ces histoires, les bases, les humains, ces fameux algorithmes et des scénarios, des choses qui paraissent automatiques, mathématiques, statistiques et des choses, le storytelling qui essaye de nous raconter des histoires un peu uniques, un peu originales, et puis cette rigueur scientifique et l'imagination créative. On se dit que tout ça ne correspond pas, et je vais essayer de vous montrer qu'en fait, non seulement il y a beaucoup de choses à sortir de la statistique pour raconter des histoires, et même plus que ça, je pense que c'est, en tout cas pour moi qui est data journaliste, et je pense pour tous les gens ici qui écrivent des histoires, il est essentiel qu'on se penche sur la statistique et qu'on ne la laisse pas juste aux mains des scientifiques et des marketeurs. Je vais vous raconter une histoire. La première, elle concerne les femmes, donc un certain nombre des gens dans la salle, mais aussi les hommes, vous allez voir. Tous les 8 mars, vous savez, c'est cette fameuse journée où tout d'un coup nous sommes portés au pinacle du monde. Donc c'est une journée, faut en profiter, ça dure 24 heures. Et puis pendant cette journée, l'INSEE et tous les instituts statistiques dans le monde nous rappellent que les femmes à poste équivalent gagnent moins que les hommes. Voilà, c'est une réalité qui nous est assénée tous les ans et qui statistiquement est imparable. Les femmes en France gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes à poste équivalent, je le répète, avec des différences entre le privé et le public. Donc voilà, tous les ans on nous rappelle cette histoire, et qu'est-ce qu'on fait face à cette statistique? Parce que finalement c'est les femmes françaises, donc on se sent bien noyé, on se dit et moi dans tout ça. Alors l'année dernière, France Télévisions, mais ils le font tous les ans, avait lancé toute une semaine sur les femmes, ça s'appelait En avant toutes, pour parler de la problématique, mais pas que du salaire, des femmes en général, et des inégalités et du plafond de verre et toutes ces choses-là. Et puis on s'est dit tiens, faisons un trio un peu original cette année. France Télé, Nouvelles Écritures, donc qui cherche à apporter des nouvelles écritures narratives sur le web. Notre ami l'INSEE, qui est imparable aujourd'hui en statistique française, mais qui n'est pas le roi de la narration, et puis notre agence. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va raconter sur ces statistiques d'inégalité salariale? Alors, l'INSEE nous dit, nous, sur les salaires, nous avons une grosse base, ça s'appelle les DADS. Il y a beaucoup d'acronymes à l'INSEE. Les déclarations annuelles de données sociales. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, vous connaissez peut-être ce petit papier que vous renvoyez à la fin de chaque année, où en fait vous inscrivez le nom de vos salariés, leur sexe, leur poste de fonction et leur salaire. Toutes ces données remontent à l'INSEE, et là, pendant 18 mois, les statisticiens de l'INSEE récupèrent toutes ces données, et c'est grâce à ces données qu'ils arrivent à produire ces statistiques d'inégalité
Donc les déclarations annuelles de données sociales, ça part vraiment des entreprises et des administrations publiques. Il y a 18 mois de traitement qui nous permettent de constater tous les ans ces inégalités. On s'est dit, plongeons dans ces DADS puisque c'est notre matière première. Alors on plonge dedans et là c'est un petit peu l'effroi puisque effectivement c'est des énormes tableurs. Puisque l'idée qui a germé un peu folle en nous, c'est de dire au lieu de répéter chaque année que c'est les Françaises, on va essayer d'offrir une réponse personnalisée à chacun, c'est-à-dire que d'offrir une interface qui permet à chacun de découvrir son inégalité de salaire avec un homme à son poste, lui tout seul avec son âge, sa région de vie. Donc on a mouliné ces 300 000 lignes de données et puis on a essayé de proposer une interface assez simple. Vous allez voir, je pense qu'une des grandes leçons de la narration de données, c'est que les gens ne doivent pas se rendre compte qu'il y a ce tableur-là qui est derrière, parce que personne n'a envie de lire ça, c'est clair. Personne n'a envie de se noyer là-dedans. Donc justement, tout le travail avec les personnes qui font du design, avec les ergonomes, avec l'UX, c'est de créer une expérience qui soit très facile et où on va requêter des énormes bases mais sans s'en rendre compte. Donc, comment on travaille en narration de données? On travaille comme tous les gens qui travaillent sur la narration interactive. On va dire qu'on a une expertise de statistique un peu plus forte, c'est-à-dire que aucune de ces expériences n'est faite sans les experts qui produisent la statistique. Il est hors de question. On peut faire dire n'importe quoi aux données, ça je le confirme, il n'y a pas de souci. Donc, à partir du moment où on fait de la narration de données, il faut travailler main dans la main avec ceux qui créent les données, à ceux qui les produisent, parce qu'il faut comprendre comment ils l'ont produite, sur quel périmètre et tout ça pour éviter de raconter des bêtises. Faut pas s'emparer de base et se dire tiens je vais raconter mon histoire. Ça c'est une leçon vraiment très forte. C'est voilà, donc on a travaillé avec les statisticiens de l'INSEE pour leur faire on va dire pour qu'ils essaient de nous raconter comment sont bien sûr retravailler ces données et pour qu'on ne dise pas d'énormité. Et puis ensuite on écrit un scénario comme quand vous écrivez un scénario, que ce soit de livre, de webdoc ou autre. Donc nous l'expérience c'était de dire voilà, j'arrive sur cette interface, je commence par la question essentielle puisque c'est voilà, je suis un homme ou une femme. Et puis j'ai quel âge, j'ai quel poste, j'habite où, je mets mon salaire et puis là, on me donne le résultat. Voilà, une interface assez simple et puis ça donne ça. Le pariteur. Alors le pariteur, en fait, voilà, on a une entrée homme-femme, et puis on a un petit test, un petit questionnaire très simple, très graphique. On n'est pas à la sécu, on n'est pas en train de rentrer un formulaire, donc faut qu'on ait un petit peu de plaisir à dire, avouer son âge, à donner son métier, ou on se met en phase avec les catégories CSP de l'INSEE. Ça c'est un grand questionnement puisqu'elles sont totalement désuètes aujourd'hui, mais néanmoins. Je ne peux pas créer une interface sur la base de l'INSEE sans, on va dire, mettre à part ces catégories. Donc ça, c'est des grandes questions pour l'avenir. C'est aujourd'hui, on travaille avec des instituts statistiques qui, eux, ont un décalage par rapport à la vie réelle et en même temps, c'est eux qui ont les données. Donc ça, c'est juste une question que je lance comme ça. Voilà. Ensuite, je dis où je vis. Bon, ça, c'est pas trop dur. Voilà. Et puis là, je mets mon salaire. Alors le salaire, bien sûr, n'était pas enregistré. C'était pour qu'on précise son salaire. Si je veux passer cette étape, parce que j'ai l'impression que c'est enregistré, qu'il y a Google qui va me sortir quelque chose, je passe cette étape. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis allée requêter le salaire d'une femme de 53 ans, employée de commerce en Île-de-France. Donc, je suis allée directement dans la base. Et puis, là, j'ai calculé. Et donc, elle apprend qu'elle gagne 2086 € de moins qu'un homme par an. On a fait la petite équivalence. Si j'ai un petit regret, je veux préciser le salaire, je peux y retourner et puis le mettre. Et puis bien sûr, vous savez, dans ce genre d'expérience, on commence toujours par soi. Puis après, on se dit, et ma meilleure amie, elle fait combien? Alors, j'y retourne, hop, en un clic. Ah ouais, mais moins que moi. Et puis, et ma cousine, machin, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Donc après, il faut créer une interface où nous, on a choisi le principe du fil d'Ariane qui permet en un clic de changer une ou deux variables et de refaire la requête très rapidement. On refait pas le formulaire, etc. Parce que voilà, on est tous égocentrés quand on a une expérience web, mais après, bien sûr, on a envie d'aller voir d'autres personnes. En tout cas, c'est totalement interrogeable. Alors, ça reste du web, il faut bien sûr mettre du contexte. Donc là, c'est un travail sur le pourquoi. Pourquoi ces inégalités salariales? Ça permet de constater très simplement que les inégalités, elles sont quand même beaucoup plus fortes, notamment, vous voyez, ça c'est entre hommes et femmes chez les chefs d'entreprise que dans certains métiers comme techniciens.
Ça permet de voir les endroits où il faut surtout pas habiter quand on est une femme. Vous voyez, les zones un peu plus rouges, vers l'est, je sais pas ce qui se passe, un truc très bizarre. Et puis ça permet aussi de relativiser, ça reste de la statistique. Alors là, bien sûr, on le vit comme française, alors on se dit mais c'est vraiment horrible. Bon bah après là, on se dit tout d'un coup qu'il y a quand même des différences aussi entre les pays. Et puis une expérience narrative sur les data, on est au learn do share, donc il y a un côté partage mais aussi une envie d'action. Donc nous on n'a pas juste voulu laisser les gens avec ce constat et puis se tirer une balle en se disant bon bah voilà, j'ai gagne moins qu'un homme, c'est horrible. Donc bien sûr on pouvait partager sur les réseaux sociaux, en un clic ça générait automatiquement par rapport à votre résultat un diplôme d'écart salarial que fièrement vous pouviez arborer sur les réseaux sociaux, mais également deux choses qui ont extrêmement bien marché, un générateur de lettres au DRH, parce qu'on ne sait jamais trop comment lui parler à cette personne. Et donc là, automatiquement, en fonction de l'écart salarial que vous aviez, nous avions écrit une quinzaine de lettres, de la plus virulente à la moins virulente. Et en fonction de votre écart salarial, ça vous proposait, là, par exemple, j'ai 6 lettres qui me sont proposées et je peux prendre celle qui me sied, je la télécharge. Ça a été extrêmement téléchargé. Est-ce que les gens sont allés jusqu'à l'envoyer? Je ne peux pas le dire. Mais j'étais assez heureuse de voir que, en moins, ça donnait une inspiration, parce que c'est toujours difficile de prendre la plume pour s'exprimer sur ce sujet. Et puis, dans les Que faire, il y avait également un concours d'affiches qui a très bien marché, où en fait, l'idée c'était ce genre d'application, l'idée c'est de faire naître le débat dans les entreprises ou les administrations. Donc voilà, on sait que ces affiches ont été beaucoup téléchargées aussi. Nous, l'espoir c'est qu'elles aient rejoint, je sais pas moi, la machine à café dans la salle, et puis que un débat entre hommes et femmes au sein d'une même entreprise ait pu naître suite à cette expérience. Donc voilà, c'est une interface. Tout ce travail-là, il y a une très grosse base derrière. Ça paraît très simple, mais en fait, la simplicité, vous savez, c'est toujours très compliqué à atteindre. Donc c'est un gros travail d'UX et d'expérience utilisateur pour effectivement avoir une information, comprendre pourquoi, et puis ensuite avoir des moyens d'action. Le diplôme d'écart salarial, oui, que je vous ai pas montré, voilà, que vous pouviez afficher, qui a très bien marché aussi. L'intérêt aussi de la statistique, quand on fait de la narration de données, c'est quand vous travaillez sur des bases qui sont remises à jour régulièrement, et là c'est le cas puisque tous les 18 mois elle est remise à jour, c'est d'avoir une pérennité. C'est-à-dire que un objet de narration data, c'est assez long à concevoir parce qu'on doit travailler avec une matière première qui est pas tout à fait évidente, auquel on n'est pas forcément habitué. Donc autant travailler sur des expériences qu'on va pouvoir renouveler. C'est-à-dire que maintenant France Télévisions tous les ans remet à jour cette base, et donc c'est un objet qui vit dans le temps. On n'est plus sur des objets web événementiels qu'on va jeter. Non, on est vraiment sur des objets qui ont du sens dans le temps long. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous avez toujours une information, comme on dit, up to date. Et en plus, en fonction des réactions des années précédentes, là, par exemple, dans les prochains mois, on va réadapter certaines fonctionnalités parce qu'on voit que certaines ont bien marché. Donc on est vraiment sur des objets pérennes, et ça, c'est très intéressant en statistique. Une autre expérience qui concerne, alors c'est pas tout à fait que le salaire, mais ça reste le monde du travail. On est très régulièrement interrogé par les médias en accompagnement de documentaires, c'est-à-dire que vous savez cette fameuse logique du deuxième écran, c'est-à-dire que votre cerveau doit être multi-acteur, parce que c'est trop difficile de se concentrer que sur un truc. Donc du coup, Arte a récemment diffusé un excellent documentaire sur le bonheur au travail. Il nous a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme expérience interactive sur le bonheur au travail? Sur le coup, j'avoue que j'étais assez dubitative parce que je pense dans cette salle, si j'interroge qui que ce soit, c'est le bonheur au travail, on le définit pas tous de la même façon, voire je pense tous très différemment. Je voyais pas comment la statistique allait pouvoir appuyer des choses aussi personnelles en fait. Donc on a creusé. Bon, d'abord on est allé voir qu'est-ce qui existe. C'est un travail de journaliste, c'est-à-dire c'est quoi la matière première sur le bonheur au travail en termes de statistiques. Alors ça, l'avantage du monde actuel, c'est qu'on a un nombre de gens qui produisent de la statistique, c'est assez dingue, sur des sujets complètement dingues aussi. Et donc, par exemple, l'Europe a lancé 2 études qui s'appellent Eurofound sur l'European Working Conditions Surveys. Et donc, ils ont posé 107 questions sur le monde du travail à tous les pays d'Europe. Donc, pour nous, c'est pain béni. Donc, quand on va voir ce genre de site, alors faut pas avoir peur, c'est un site de statistiques. C'est régulièrement pas du tout esthétique,
Mais c'est très bien organisé, parce que les gens qui font ça, ils font des tableurs, donc c'est très organisé. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai l'ensemble des questions qui ont été posées. Donc cette question sur la reconnaissance au travail, les facteurs psychosociaux, les facteurs physiques. Donc j'ai 107 questions, donc j'ai une masse très importante de données, et à tout moment, je peux aller voir le résultat. Sauf que le résultat, vous voyez, aujourd'hui, c'est ce genre de choses. Donc c'est une carte, quand je clique, j'ai un immonde histogramme. Ensuite, je peux aller voir le statut professionnel, et là, voilà. Ça, c'est un style de statistique. Mais là, moi, mon travail, ça va être de dire comment je peux faire de cette statistique une histoire narrative et personnelle. Donc, c'est mon petit pas chassé. Comment je raconte ça? On a une base de données fourre-tout mais passionnante, et qui existe, ce qui est pas toujours le cas quand même. Un sujet très subjectif, et je dois en faire une expérience personnelle, éditorialisée et interactive. Donc le défi était grand, et on s'est dit tant qu'à être personnel, il faut assumer ce côté très subjectif, et il faut permettre à l'internaute de créer son propre indicateur du bonheur au travail. On va lui permettre de choisir les indicateurs qui pour lui sont hyper importants, et on va en recueillant toutes les données de la base que vous avez vue, pouvoir lui proposer les pays où il doit aller travailler, en fait. Ça donne ça. Donc, dans quel pays seriez-vous le plus heureux au travail? On est vraiment dans un objet complémentaire du documentaire. Le documentaire était vraiment un récit d'endroits où on vit bien, où on vit mal, etc. Et nous, le web va permettre d'offrir une réponse personnelle à une question qu'on se pose tous. Suis-je heureux au travail et est-ce que je dois rester en France? Donc, je commence, et là, j'ai un certain nombre de critères. C'est là où est l'éditorialisation. Si une autre agence ou quelqu'un d'autre avait eu cette idée, il n'aurait sûrement pas proposé ces 10 critères. Donc là, c'est des critères qui ont été faits main dans la main avec Arte. On a défini un certain nombre de choses qui nous paraissaient importantes, et derrière, on a mis les datas qui correspondaient. Donc, il y a forcément dans la statistique, faut pas se dire que c'est un truc froid et complètement mathématique. Non, il y a une très forte éditorialisation. Là, le fait de classer les statistiques, c'est un choix éditorial. Donc là, je choisis, moi, les 3 critères qui, pour moi, sont vraiment très structurants de mon bonheur au travail, c'est-à-dire, vous avez compris, l'équité homme-femme, moi, la santé, c'est hyper important, et le fric. Voilà. Donc, voir la carte. Et donc là, j'apprends que je dois déménager immédiatement. Je dois aller vivre au Danemark, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Bon, après, j'ai encore une façon de moduler ma demande, parce que je me suis dit, sur l'argent, j'ai quand même un petit peu abusé, c'est pas si important que ça, donc je peux moduler via un curseur, ici, mes 3 critères principaux, et à chaque fois, ça recalcule, ici, il y a un algorithme qui recalcule les pays où je dois aller habiter. Bien sûr, si je veux changer de critère, il suffit d'en désélectionner et d'en sélectionner un autre, tout simplement ici. Bon, là, ça y est, ça se confirme, c'est le Royaume-Uni, faut que j'y aille. Donc, j'y vais. Et donc là, je découvre le portrait statistique du Royaume-Uni sur les critères. C'est-à-dire que, au départ, moi, j'ai une matière première qui est de la data, mais ça va être la finalité de mon expérience. C'est-à-dire que l'objet n'était pas un pur objet, vous savez, les quiz Facebook en ce moment, vous répondez à 3 questions et vous devriez aller vivre là, etc. Où il n'y a pas de data vraiment derrière. Ici, il y a de la data et on est sur un objet éditorial, sur Arte. À la fin, je dois rendre compte, et pour moi, c'est une façon de respecter la donnée. C'est-à-dire que l'expérience se termine par la donnée. Elle n'a pas, c'est-à-dire j'ai pas tué l'histoire en vous fournissant tous les tableurs au début. Ils ont nourri. Vous ne vous en rendiez pas compte, mais ils ont nourri tout votre trajet jusqu'ici, et à la fin, je vous donne un portrait data. C'est-à-dire que, ici, sur l'ambiance de travail, le temps de travail, etc., je vais retrouver toutes les données qui ont fait que le Royaume-Uni est ressorti en premier dans mon choix. Là, j'ai encore un petit, si je veux comparer avec un pays où j'ai un doute, avec l'Autriche. Sur l'Autriche, ils sont meilleurs sur le temps de travail, mais sur l'équité homme-femme, c'est quand même bien le Royaume-Uni. Et donc là, sur le Royaume-Uni, je vais simplement voir les données, par exemple, sur l'équité homme-femme. Voici les 3 critères qui ont généré ce positionnement du Royaume-Uni sur l'innovation. Et ici, j'ai le classement européen du pays sur lequel je suis arrivée. Donc la data, elle est là, mais elle arrive à la fin. C'est un peu la grande fiche Wikipédia, vous voyez, du bonheur au travail au Royaume-Uni, mais je voulais pas balancer tout de suite, en fait. Donc c'est une façon d'entrer dans la donnée, mais un peu plus douce et un peu plus personnelle. Bien sûr, vous pouvez revenir à la carte ou au début et choisir, si j'avais choisi la France. La France, il y a quelques soucis sur les valeurs de l'entreprise et les rémunérations.
Donc c'est une expérience personnelle. Tout le monde fait celle qu'il choisit, puisqu'il choisit ces 3 critères. C'est une expérience interactive, vous l'avez vu. Il y a un certain nombre d'interactivités simples. Choisir ces critères, les modifier, mais également moduler ces critères pour avoir un peu de finesse dans ses choix et pas avoir 3 critères qui arrivent vraiment au même niveau. Et qui respectent la donnée. Ce mot respecter peut vous paraître étrange, mais pour moi c'est très important. On fait pas de la narration de données juste où la donnée est une sorte de prétexte. La donnée, elle est là, elle est structurante et on doit en rendre compte à la fin. Je vais vous parler d'un sujet qui va faire écho à 2 conférences qu'on a eues ce matin sur la ville du futur. Là, effectivement, on travaille pour le Global Carbon Atlas. C'est une entité que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un certain nombre de scientifiques du GIEC, donc ceux qui produisent ces fameux rapports qui vont nourrir d'ailleurs la COP 21 en décembre à Paris et qui ont nourri la COP précédente à Copenhague. Ils sont venus nous voir il y a environ 2 ans. On avait en face à nous donc des scientifiques climat très désabusés, très défaitistes même, nous disant qu'ils en avaient marre de faire des conférences internationales en fait, de projeter des PowerPoint et personne n'écoutait. Donc ils se sont dit ces données scientifiques, le monde scientifique vous savez travaille beaucoup en open data, s'est dit maintenant ces données nous on veut les livrer au monde entier, on veut qu'elles soient disponibles de façon facile. Donc là a commencé une réflexion parce que forcément sur des données climatiques vous parlez pas de la même façon à des ONG, des experts et puis à du grand public. Donc comment on parle à tous ces gens différents? Ça nous a amené à produire une interface qui aujourd'hui donc est totalement libre, globalcarbonatlas.org et qui va d'ailleurs servir beaucoup à la COP 21 à Paris et avec 3 niveaux d'interface. Donc nous on a créé les 2 premiers, bien sûr l'interface research est vraiment méga scientifique, je ne comprends absolument rien à cette partie-là, c'est eux qui l'ont gérée. Nous on a travaillé avec eux sur la partie qui s'appelle Emission, qui est vraiment à destination des ONG, des experts climat qui veulent, vous allez voir, c'est vraiment un outil de requête d'une énorme base de données. Ce donc toutes les émissions carbone depuis 1950 à nos jours pour tous les pays du monde et avec une finesse qui est de pouvoir vous dire les émissions carbone du charbon, du pétrole, des gaz de schiste ou autres. Et puis la version Outreach, ça c'est vraiment la version grand public et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Le contexte de ce travail, c'est on a une base de données scientifique. Donc scientifique, ça veut dire aussi qu'on travaille main dans la main avec ces scientifiques pour ne pas dénaturer ou mal rendre compte visuellement de leurs données. C'est un sujet qui est anxiogène et je dirais également dont on nous rebat les oreilles mais qui n'a pas l'air de générer beaucoup de réactions. Et c'est un sujet en fait qui est très difficile à remettre à son échelle d'humain alors que ça paraît totalement nous dépasser. Donc on nous a demandé de recréer une perspective un peu historique pour voir la place de l'homme dans toute cette histoire du changement climatique. Pédagogique bien sûr parce qu'on compte là-dessus pour faire passer des messages et puis où l'homme est quand même un acteur du futur. Je vais, avant de vous montrer la partie outreach, la partie grand public, juste pour que vous voyez un peu derrière, c'est toujours la même base de données. C'est pour vous montrer qu'on peut créer 2 expériences à partir de la même base, en fait. Donc là, on est vraiment dans un outil pour un certain nombre d'experts qui ont à produire des conférences, qui doivent chercher les chiffres. Je dois rappeler que donc quand on a créé ça il y a 2 ans, à l'époque, quand par exemple le Mexique, vous préparez une conférence internationale ou quelques autres pays, je pense au Mexique parce que c'est un des exemples qu'ils nous ont donné, ils appelaient les gens du Global Carbon Atlas, donc coup de fil ou mail, et là ils disaient est-ce que vous pourriez nous exporter nos données carbone, machin, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'était des requêtes, j'ai l'impression d'être au 19e siècle, quoi. Je me disais c'est comme ça que se font les conférences internationales, c'est un petit peu flippant, donc chacun demandait est-ce que tu peux m'exporter mes émissions, machin et tout ça. Donc c'était un petit peu compliqué, puis un petit peu on va dire artisanal comme façon de faire. Donc aujourd'hui, maintenant, tous les pays directement, les diplomaties qui en ce moment sont en train de préparer la COP 21, travaillent directement sur cet outil. Donc là, on retrouve les visualisations très classiques. Voilà, parce que là, il faut pas perturber les gens, ils sont là pour avoir l'info. Donc là, c'est des émissions carbone aujourd'hui en 2013. Bien sûr, vous pouvez remonter dans le temps, voir avancer année après année avec une petite timeline. Et vous avez surtout 6 façons de voir différentes les mêmes données, puisque en fonction de ce que vous voulez dire, parfois c'est une vision mondiale que vous voulez, mais parfois en fait vous voulez tout simplement
une vision plus de classement. Aujourd'hui, qui était premier cette année-là, qui était premier cette année-là, donc ça va changer, voilà. Donc là, une vision très top, le top des émetteurs, et puis bien sûr, là je vous montre, c'est toutes les émissions carbone, je vous passe tous les filtres possibles, donc là vous avez tous les filtres, les unités, etc. On est dans un outil expert, mais quand même très simplement manipulable par un certain nombre. Aujourd'hui, ça sert énormément pour également les ONG, puisque tout ceci est téléchargeable, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai généré mon graphe, je peux télécharger les données qui sont derrière le graphe et je peux télécharger l'image, puisque l'idée c'est aussi de produire un certain nombre de visualisations qui sont utilisables tout seul. C'est vrai, j'ai pas besoin de refaire mon Excel, etc. Je peux générer ici ce graphique, l'exporter en PDF et l'intégrer dans ma presse PowerPoint si j'ai une conférence ou un débat avec des citoyens. Donc vous avez un certain nombre de visualisations. Toutes ont été travaillées avec les scientifiques parce que chacune interroge la même base mais ne fait pas passer les mêmes infos. Là, ce système de bulles permet de croiser 4 données, alors que le système, par exemple, de ranking permet sur un même pays de voir, il est premier en émissions territoriales, mais il est 18e en émissions pétrole. Et puis voilà. Donc, on est vraiment dans un outil expert. Il n'y a pas de souci. Je pense que vous l'avez compris. Et là, tout d'un coup, moi, on me dit avec ces mêmes données, il faut que tu parles au grand public. Donc là, je me dis, comment je vais parler au grand public ? Donc déjà, il faut définir, comme toute histoire, un peu un message principal. Et le message, tout ça, c'est fait avec les scientifiques. Donc c'est pas Karen qui décide du message qu'elle doit passer au grand peuple du monde sur ses émissions carbone. Donc c'est beaucoup de réunions aussi, quand même, faut bien le dire. Parce on travaille là, le GIEC, on a réussi à travailler avec un périmètre réduit de scientifiques. Il y en avait que 6, mais ils sont plusieurs dizaines. Donc les 6 faisaient remonter les desiderata de tous. Donc il faut que tous les pays soient d'accord. Donc c'est une sorte de négociation internationale, mais au niveau d'un outil. Et puis on a réussi à se mettre d'accord sur une histoire en 3 temps, c'est-à-dire remettre l'homme dans sa position par rapport au passé, où tu en es là au XXIe siècle par rapport à ce que tu as fait avant. Le présent, voilà, et puis l'avenir, ces fameuses projections, où est-ce qu'on va, à quel niveau du mur en fait. Donc la version passée, c'est une version très imagée. Toutes les bulles ont été écrites avec les scientifiques. Gros travail aussi, parce qu'il faut faire réussir à écrire 500 signes à un expert du GIEC. C'est assez dur. Non, pas le sens du tweet, on va dire. Mais bon, on est réussi. Donc là, vous êtes là. You are here. Donc là, c'est le début de l'humanité. On est remonté très loin. On s'est dit, tant qu'à y aller, on va jusqu'au début. On y va. Pourquoi on s'est fait ce grand story ? C'est tout simplement pour montrer que ça, c'est les émissions carbone. Et en fait, elles ont toujours varié dans le temps. Faut pas non plus... voilà. Donc ça, c'était pour remettre le temps long en avant. Elles ont toujours varié. Il y a des moments, elles ont un peu monté et tout ça. Et en fait, là, il y a quand même un truc qui se passe. C'est quand même de façon... Alors là, il n'y a plus de variation, en fait. C'est tout le temps vers le haut. Donc c'était pour remettre ce temps long en exergue et puis de montrer en fait à différents points qui ont été déterminés avec les scientifiques qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça a bougé ou on a senti qu'il y avait un enclenchement de quelque chose. Et à chaque fois c'est une invention de l'homme. Il a inventé l'agriculture et puis après il a trouvé du charbon. Voilà, donc c'est une petite story. Et bien sûr, à un moment de l'ère industrielle, on est obligé de redéployer toute l'ère industrielle parce que tout s'est passé là. Donc c'est tout petit sur l'histoire, mais c'est très très grand dans tout ce qui s'est passé. Et donc là, en fait, soit vous faites la story comme ça, vous naviguez, il y a les petites caps qui expliquent ce qui se passe. Là, je sais pas si vous avez vu, mais ici c'est l'impact humain. Donc ça, c'est un indicateur qui a été créé par le GIEC pour montrer quel est l'impact de l'homme. Donc là, à ce moment-là, en 1781, notre impact, ça va à peu près. Puis 1950, je vous passe, parce qu'autrement je crois que j'ai 20 minutes, donc voilà. Voilà, on invente un certain nombre de choses et notre impact augmente. Donc ça, c'est la story. Donc ça, c'est l'ambition pédagogique. C'est extrêmement utilisé dans les écoles. C'est en 3 langues. Et voilà, ça, c'est une façon de remettre l'humain dans son impact. Ici, on est là. Maintenant, c'est un peu l'horreur, quoi. Voilà. Le monde présent. Alors le monde présent, on est revenu à la stat un peu classique, mais c'était pour refaire un petit, allez, on en est où là maintenant, avant qu'on continue à avancer. Donc là, ça, ici, 5 gigatonnes de CO2, c'est tout le CO2 émis depuis le début de l'humanité. Donc voilà, il est là. C'est la première fois que vous le voyez, je sais. D'où il vient ? Et là, on vous raconte en fait, ça c'est l'utilisation de la terre, la déforestation par exemple, l'agriculture,
Le charbon est là, il est en bonne place, et le pétrole aussi. Mais ça remet en fait en perspective des choses, parce qu'on nous parle tout le temps pétrole, charbon, pétrole, charbon. Il y a aussi la déforestation. L'utilisation de nos sols joue un grand rôle aussi. Et qui a produit ces 5 gigatonnes? Donc là, en fait, on a chaque continent qui est présenté. Voilà. Où est-ce que ça va? Alors l'atmosphère, on nous en parle beaucoup. On oublie de nous parler des océans et puis des terres. Donc en fait, vous voyez, c'est toujours aussi pour remettre un peu en perspective les choses, parce qu'on nous parle, on focus beaucoup sur certaines choses, puis on oublie, voilà. Et à quel moment ça a été émis? Et là, vous revoyez, en fait, avant 18e, rien quoi. C'est vraiment là que ça a commencé. Et puis voilà, là, c'est la partie grandissante. Et voilà. Je finis sur le futur. Donc là, c'est le rappel de la petite histoire. Ça, c'était avant, puis maintenant, c'est là. Et puis là, ça va où, en fait? Et c'est là où vous êtes acteur du futur. C'est-à-dire, soit vous êtes un indécrottable optimiste et vous dites, ça va baisser. Ça va baisser, c'est sûr. Bon, alors, ça va suivre la même pente. Voilà. Bon, je pense que ça va suivre une pente un peu plus aiguë. Bon, ça va pas aller, quoi. Donc, vous avez 4 choix. C'est pas 4 choix au hasard. Là aussi, c'est 4 scénarios écrits par le GIEC. Alors, du plus optimiste au plus pessimiste peut-être. Mais aujourd'hui, la réalité est plutôt celle-ci. En tout cas, celle sur laquelle il y a plus voilà, d'accord. Et là, vous voyez les conséquences. Et on revient dans un milieu très imagé. Là encore, il a fallu faire écrire des petits textes sur ce scénario-là, sur les océans, sur les terres, sur l'atmosphère. Voici les conséquences. Et à tout moment, vous pouvez changer, revenir à quelque chose de soit plus optimiste ou carrément pessimiste. Donc ça, c'est derrière, bien sûr, il y a beaucoup moins de données que sur la première partie, mais il y en a encore. Et on essaye surtout, voilà, de l'étaler, de proposer des entrées différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent voir que le présent. Il y en a qui utilisent vraiment le passé à fond, et puis il y en a qui sont plutôt dans la projection. Donc voilà, on a réussi, avec des scientifiques qui sont pas habitués à ce type de narration, à proposer un objet qui aujourd'hui est extrêmement utilisé dans le monde éducatif. Donc là, je vous ai raconté 3 histoires qu'on peut faire à partir de la data. Donc vous voyez, plus ou moins de data, plus ou moins d'histoires. Je crois que j'irais, si je sors 3 leçons de tout ça, c'est un travail collaboratif avec ceux qui produisent la donnée. C'est pas parce qu'aujourd'hui, effectivement, je vous disais, on nous parle d'open data, qu'il y a de la data, il y en a partout, que nous, on peut la prendre et puis on fait nos petits oignons. Non, il faut travailler avec eux parce qu'on peut faire de très très graves erreurs en interprétation de données. C'est un travail, effectivement, vous l'avez vu sur les interfaces, c'est un travail énorme avec les gens du design, avec les gens de l'UX, parce que ces expériences, il faut pas se rendre compte qu'il y a énormément de données derrière. Autrement, ça peut être, je pense, assez bloquant. En fait, donc essayez de faire passer la donnée, mais de façon très fluide, et c'est vraiment le grand bonheur du web aujourd'hui. Et puis c'est un travail aussi qui se fait beaucoup avec les internautes. On se sert beaucoup de leurs réactions, et voilà, c'est aussi l'avantage du web et l'agilité du web, c'est qu'on se sert des réactions pour pouvoir réadapter les choses. Je finirai juste par quelque chose, parce que je sais pas si la data sera au cœur de d'autres interventions, mais je pense que moi, en tant que journaliste, en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Je vous le disais un peu en intro, cette data qui inonde aujourd'hui le monde et qui va l'inonder de plus en plus. Vous entendez tous parler de big data et tout ça. Souvent, quand on fait journaliste, c'est parce qu'on n'a pas voulu faire scientifique, vous voyez. On a pris plutôt une filière littéraire. Donc, et je sais que les gens qui travaillent aujourd'hui, même si le web nous permet d'avoir des profils un peu plus codeurs, techno, plus mathématiques peut-être, plus cartésiens peut-être dans leur tête. Je pense que cette alliance du storytelling et de la data est essentielle, parce que vous voyez, ça peut avoir un but pédagogique extrêmement fort. Et en tout cas, pour moi, c'est une forme de résistance. Je sais que peut-être vous avez entendu parler du stat activisme. Je pense que en tant que journaliste, on ne doit pas laisser la stat effectivement à tout un tas de gens qui sont en train de s'en emparer, qui vont nous faire des algorithmes et qui vont prédire nos vies. On doit, en tant que citoyen, donner à voir ces données, parce que elles disent énormément de choses sur la situation actuelle et à venir. Aujourd'hui, c'est une matière première, mais qui est à profusion, et on est qu'au tout début de ce qui va nous tomber sur la tête avec les objets connectés. Donc voilà, restons vigilants. Racontons beaucoup d'histoires avec les données. J'espère qu'on sera de plus en plus. Merci.